Merci, professeur Chicha. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir, un grand honneur d'être parmi vous ici. Je tiens à féliciter le bureau de m'avoir associé aux 10e journées de médecine générale de Sfax, et en particulier le docteur Lassad Sabber. Et je remercie aussi bien sûr le laboratoire Menarini de m'avoir associé à cette réunion scientifique pour parler d'un sujet qui est toujours un sujet passionnant, qui est l'optimisation du contrôle tensionnel. Alors là, on a parlé de diabète, sujet très très important, et l'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire en termes de morbimortalité attribuable. On considère qu'il y a à peu près 10 millions de personnes chaque année qui meurent d'hypertension artérielle, directement associée à l'hypertension artérielle. C'est à peu près 210 millions d'années de vie humaine perdues si on estime l'espérance de vie qu'aurait dû atteindre cette personne si elle ne serait pas morte en rapport avec l'hypertension artérielle. Un autre chiffre, sur 100 accidents vasculaires cérébrales, 40 sont directement liés à l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, c'est beaucoup de morts, mais c'est aussi beaucoup de morbidité, et ça vous le savez bien. Atteinte coronaire, atteinte cardiaque avec l'infarctus du myocarde, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la fibrillation auriculaire et le risque d'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque, on vous a parlé d'insuffisance cardiaque, les problèmes vasculaires avec l'artériopathie périphérique, l'anévrisme de l'aorte, des problèmes rénaux avec l'insuffisance rénale chronique, cérébrale, l'hémorragie cérébrale, les accidents vasculaires. Donc l'hypertension est au cœur de problèmes de morbimortalité importants. Globalement, lorsqu'on est hypertendu, on a 2 à 3 fois plus de risques d'avoir une maladie coronaire, qu'on soit un homme ou une femme, 2 à 3 fois plus d'AVC, en particulier chez les hommes, plus d'artériopathie périphérique et beaucoup plus d'insuffisance cardiaque. Et je rappelle que l'insuffisance cardiaque, c'est 50% de mortalité dans les 5 ans. Et malheureusement, c'est encore sous-diagnostiqué et maltraité. Alors, l'hypertension, ça devrait être simple finalement, puisque les études nous montrent qu'il suffit de réduire la pression artérielle. Effectivement, la réduction du risque cardiovasculaire est avant tout dépendante de la baisse de la pression artérielle, quelle que soit la classe d'antihypertenseur utilisée. Il suffit de baisser la pression artérielle pour gagner sur le risque cardiovasculaire. Ce n'est pas aussi simple, parce que vous savez qu'en pratique clinique, on a du mal à contrôler l'hypertension artérielle, et les derniers chiffres de la lutte du comité de lutte de l'hypertension en France, qui avait fixé comme objectif 70% de patients hypertendus contrôlés par l'étude Flash, finalement, il n'y a que 55% des patients hypertendus qui sont contrôlés. Chez nous, en Tunisie, on n'a pas réellement de chiffres. Probablement, on doit tourner aux alentours de 40%. 40% de gens hypertendus qui sont à l'objectif tensionnel. Et donc, j'aimerais justement partager avec vous certaines réflexions sur l'optimisation du contrôle tensionnel. Aujourd'hui, on estime qu'on peut contrôler jusqu'à 70% de nos patients avec les médicaments que nous avons si on gère correctement nos combinaisons et si on suit une méthodologie assez rigoureuse. Alors, optimiser le contrôle tensionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôler un chiffre tensionnel. L'hypertension, c'est avant tout un chiffre. Il va falloir contrôler ce chiffre tensionnel, vous allez voir, c'est très complexe. Mais bien évidemment, il va falloir contrôler un risque cardiovasculaire, car le traitement final, l'objectif final de notre traitement, c'est bien évidemment de réduire la morbimortalité cardiovasculaire, le risque rénal, le risque cardiovasculaire, et donc il va falloir avoir des preuves de cardioprotection, de néphroprotection, au moment où on va décider du choix de la médication et de l'objectif tensionnel. Alors contrôler un chiffre tensionnel, c'est d'abord atteindre un objectif tensionnel. Atteindre un objectif tensionnel, j'ai entendu parler du KPDS, et effectivement, UKPDS avait déjà eu le grand mérite, il y a très longtemps, de montrer que chez le diabétique, en baissant la pression artérielle, en contrôlant la pression artérielle, alors à l'époque, ce n'était pas très bas, c'était aux alentours de 150, on avait déjà gagné sur l'AVC, vous voyez, 44% de réduction de l'AVC, sur la microalbuminurie, on avait baissé la mortalité toutes causes confondues, et donc il y avait un bénéfice. Et puis il y a eu l'étude Haute qui a montré que chez le diabétique, il y a un avantage de baisser la pression diastolique. Alors vous voyez, chez le diabétique, vous allez avoir, pour une réduction de 80 mm de mercure de pression diastolique, vous avez 51% de moins d'événements cardiovasculaires que si vous avez une pression diastolique au-delà de 90 mm de mercure. Ceci est valable chez le diabétique, et vous pouvez remarquer que chez le non-diabétique à côté, il n'y a aucune variation du risque cardiovasculaire, que le patient soit diabétique ou pas diabétique. Donc finalement, on voit que la pression diastolique
est importante chez le diabétique plus que chez le non-diabétique. Et puis les méta-analyses BMJ 2016, toutes récentes, et qui nous dit que finalement chez le diabétique, les choses commencent à être plus claires. Il ne faut pas trop baisser la pression systolique. 130, 140, c'est un bon chiffre. Plus bas que 130 mm de mercure, on augmente le risque cardiovasculaire de 10%. Et donc, pas trop bas. Même chose pour la diastolique, il ne faut pas trop baisser. 80 mm de mercure, c'est déjà un bon chiffre. Et puis il y a eu SPRINT. SPRINT, étude américaine, publiée le 9 novembre 2015, New England Journal of Medicine. Beaucoup d'encre a coulé après cette étude, car on nous a dit il faut aller à moins de 120 mm de mercure. Moins 120 mm de mercure, les patients étaient à 136 mm de mercure avec 1,8 médicaments en moyenne, et puis ils ont eu l'idée de dire on rajoute un médicament, 2,8 médicaments en moyenne pour passer de 136 à 121 mm de mercure en moyenne, et le résultat était là. L'étude qui devait se prolonger 5 ans a été arrêtée prématurément par une diminution de la mortalité cardiovasculaire de 43%, de l'insuffisance cardiaque de 38%, et vous voyez le critère de jugement primaire de moins 25%. Et donc, finalement, on nous dit il faut aller plus bas que 120 mm de mercure. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur ce chiffre de 120 mm de mercure, parce que ça chamboule complètement notre approche sur l'objectif tensionnel. Et puis là, au mois d'octobre dernier, il y a eu une très belle étude, 22 000 patients hypertendus. Alors, en grande, ils sont tous coronariens stables. C'est l'étude Clarify. Et Clarify est venu pour clarifier les choses sur ce 120 mm de mercure, essayer d'éclaircir un petit peu notre vision de l'objectif tensionnel. Et Clarify montre clairement que ceux qui ont, je suis désolé, ça sort pas bien, que ceux qui ont moins de 120 mm de mercure de systolique et moins de 130 mm de mercure de systolique ont eu une surmortalité cardiovasculaire, et ceux qui ont eu moins de 70 mm de mercure de diastolique ont eu une surmortalité, et que probablement il faut se situer entre 130 et 140 de systolique, et se situer entre 70 et 80, 85 mm de mercure en diastolique. Et l'explication vient de la méthodologie de la mesure de la pression artérielle. Dans SPRINT, on a mesuré la tension artérielle en dehors du cabinet médical par un appareil automatique à l'extérieur, et ce n'est pas notre quotidien. On sait qu'il y a à peu près 10 mm à 15 mm de mercure avant d'entrer au cabinet et devant le médecin. Et donc finalement, globalement, SPRINT confirme que c'est 130 mm de mercure qui est probablement le chiffre idéal dans l'objectif tensionnel. Alors, on vient de voir atteindre un objectif tensionnel. Je pense que maintenant les choses commencent à se préciser. Ça tourne aux alentours de 130, 140 et 70, on va dire 80, 90 de diastolique. C'est le chiffre probablement qui va sortir dans les prochaines recommandations du mois de juillet prochain. Alors quelque chose d'autre qui est très important dans l'optimisation du contrôle tensionnel, c'est la précocité dans le contrôle tensionnel. Et j'aimerais vous le démontrer aujourd'hui. Il va falloir contrôler la tension artérielle, atteindre un objectif, mais pas trop tard. Pas trop tard, et rappelez-vous, on a eu l'étude Value qui s'était proposé de comparer le valsartan à l'amlodipine. Valsartan, un groupe amlodipine, et puis au final, la pression artérielle systolique et diastolique était identique à la fin de l'étude. Mais ce qui est très intéressant à regarder, c'est qu'au début de l'étude, dans les 6 premiers mois de l'étude, il y avait quand même 4 mm de différence, 4 mm de mercure, dans le groupe amlodipine de plus que de réduction, en plus qu'avec le valsartan. Et vous voyez que les courbes au départ, on a atteint plus l'objectif avec l'amlodipine plus rapidement qu'avec le valsartan. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur l'AVC, qui est un organe qui est très pression dépendante, que dans les 6 premiers mois, regardez, c'est là où les courbes se sont éloignées sur l'AVC, et ensuite, on a gardé ce gain. Donc finalement, on a des éléments qui nous disent que le contrat, c'est probablement dans les 6 premiers mois où il va falloir atteindre l'objectif tensionnel. C'est les patients les plus sévères, peut-être dans les 3 premiers mois. Je ne dis pas qu'il faut contrôler la tension artérielle dans les premiers jours, ni dans les premières semaines, mais il ne faut pas laisser les choses trop traîner. Et puis on a d'autres preuves. Et là, c'est l'étude de Grandman qui a pris 1762 patients. Dans un groupe, on a mis une combinaison d'emblée, et dans un groupe, on a commencé par une monothérapie, et après 3 mois, on a switché à la combinaison. Donc c'est une combinaison d'emblée versus la même combinaison, mais retardée. Et qu'est-ce qu'on découvre? On constate qu'à 6 mois, 40% de ceux qui ont eu la combinaison d'emblée ont eu un contrôle tensionnel, contre 32% seulement
pour la même combinaison à 6 mois, mais elle a été retardée. Ce qui veut dire que le lit vasculaire s'est altéré. Plus le lit vasculaire va s'altérer, vous allez tomber dans la rigidité vasculaire et il va être plus difficile de contrôler la pression artérielle si on perd du temps avant d'associer une monothérapie. Ce n'est pas seulement un problème de chiffre tensionnel, c'est aussi un risque cardiovasculaire parce que ceux qui ont eu la combinaison d'emblée, ils ont eu une mortalité plus basse, ils ont eu moins d'accidents vasculaires cérébrales et les conclusions du papier étaient claires de cette étude. C'est plus on va atteindre rapidement l'objectif tensionnel, ça sera le meilleur prédicteur de la réduction du risque cardiovasculaire. Donc on en a des éléments aujourd'hui pour dire qu'il faut associer d'emblée. Et vous le savez maintenant dans les recommandations, c'est pour ça qu'on a changé les choses. Commencer par une monothérapie si le patient a une HTA modérée et s'il a un risque faible, c'est clair. Mais commencer d'emblée par une association fixe, dosée, parce que pour atteindre plus rapidement l'objectif tensionnel et ne pas perdre son temps avec ce qu'on a fait pendant des années, la monothérapie séquentielle, où finalement on va compliquer les choses et rendre le contrôle tensionnel plus compliqué. Atteindre un objectif tensionnel, précocité dans le contrôle tensionnel, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut aussi contrôler la variation tensionnelle. La variation tensionnelle, car la tension artérielle, ce n'est pas une variable statique, c'est une variable continue, elle varie d'un battement à l'autre, d'une minute à l'autre, d'heure, et entre le jour et la nuit, il y a des variations tensionnelles. Il va falloir faire attention à ces pics matinales, il va falloir faire attention à cette trop grande variabilité du nictémère tensionnel. Et on le sait, les non-dippers et les dippers, vous avez eu beaucoup de formations sur ce point-là. C'est l'équipe espagnole de Hermida qui avait montré clairement que ceux qui ne baissaient pas leur pression artérielle la nuit avaient 3,6 fois plus d'accidents cardiovasculaires que ceux qui avaient cette baisse au moins de 10% ou de 20% de la pression systolique nocturne. Et vous savez que ceux qui ont un pic matinal de 55 mm de mercure de plus que la pression nocturne, on a démontré sur des IRM cérébrales, faisaient beaucoup d'AVC, et des petits AVC parfois silencieux qui vont se répertorier plus tard sur les troubles de la mémoire et sur le cognitif. Donc aujourd'hui, on a des éléments et on sait l'impact de la chronobiologie que si on déplace pour les patients qui ont de l'HTA nocturne, et je ne demande pas de systématiquement mettre les médicaments la nuit, mais je sais que les diabétiques en particulier sont un excellent modèle d'HTA nocturne, ce sont des patients où va falloir faire une MAPA pour vérifier qu'ils ne font pas ce pic matinal, et là, si on déplace le médicament la nuit, on va avoir une réduction du risque cardiovasculaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire attention, il faut choisir des médicaments qui sont capables d'inhiber la tension, de contrôler la tension artérielle sur 24 heures avec un rapport Vallée-Pic élevé, et ça avait un impact, et en particulier sur le cerveau. Le cerveau est extrêmement sensible à ces pics matinales. Pas seulement le cerveau, parce que même les coronaires, vous voyez, il y a un excès d'infarctus du myocarde entre 6h et 11h59 du matin. Donc là, déjà, on a échappé à l'infarctus. On a échappé à la mort subite parce qu'il y a un pic de 29% jusqu'à 11h59. Et à l'accident vasculaire cérébral, il y a 50% d'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. Le petit matin, le cerveau est très sensible, vous avez vu, à ce petit pic matinal. Et puis, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi ce qu'on appelle la variabilité visite to visite. Vous avez vos patients d'une visite à l'autre, une fois il est stable, une fois il a l'objectif, une fois il n'est pas l'objectif. Vous voyez les patients sur vos fiches, regardez vos fiches, vous allez voir que ce patient a une variabilité d'une visite à l'autre. Et aujourd'hui, on sait que cette variabilité d'une visite à l'autre, exprimée par la déviation standard, est extrêmement bien corrélée au risque cérébral. Au risque cérébral, et c'est Rothwell qui avait montré ça déjà dans un papier, plus on va avoir de déviation standard d'une visite à l'autre, plus le risque d'AVC va augmenter. Les méta-analyses actuellement, les toutes récentes méta-analyses décembre 2016, le confirme, la variabilité tensionnelle est un élément important. Aujourd'hui, on doit intégrer dans notre prescription le fait d'avoir des médicaments qui sont capables de contrôler la variabilité tensionnelle, jour, nuit, visite to visite. Et dans les méta-analyses, probablement la molécule, si vous avez quelqu'un qui a une grande variabilité, il faudra quand même un inhibiteur calcique, car c'est une molécule qui est importante et qui réduit probablement le plus la variabilité visite to visite. Alors bien évidemment, contrôler un chiffre tensionnel, c'est important, on le sait aujourd'hui. La relation qui existe entre le niveau tensionnel et la mortalité cardiovasculaire est établie par des big data de plus de 1 million d'individus, mais aussi, il va falloir chaque fois contrôler un risque cardiovasculaire. Et ça, il faut avoir des preuves
d'organoprotection et je dirais des preuves de vasculoprotection. Est-ce qu'on protège le vaisseau? Parce que c'est ça finalement, la finalité, c'est de protéger un vaisseau. Et la méta-analyse de Zanchetti en 2015 le confirmait, pour 10 mm de baisse de la pression artérielle, on diminue de 20% le risque d'événements cardiaques majeurs, on diminue le risque coronaire, et le risque d'AVC, vous voyez, 73%, et le risque d'insuffisance cardiaque de 30%. On diminue, en contrôlant la tension artérielle, le risque d'insuffisance cardiaque. Les antidiabétiques oraux sont des éléments actuellement importants. Nous, les cardiologues, on est en train de regarder avec beaucoup d'attention tous ces essais cliniques qui sont en train d'arriver sur la réduction du pronostic, la réduction de la mortalité et la réduction de l'insuffisance cardiaque, mais c'est avant tout une histoire de pression artérielle. Et puis, bien évidemment, il va falloir bloquer le système rénine-angiotensine, car l'angiotensine 2, comme vous le savez, il est dans tous les mauvais coups sur ce continuum cardiovasculaire qui, je rappelle, commence, on rentre par la porte facteur de risque cardiovasculaire, athérosclérose, hypertrophie, infarctus, insuffisance cardiaque, et vous voyez que le pronostic d'insuffisance cardiaque est mauvais, car l'insuffisance cardiaque, c'est juste avant la sortie, et c'est le décès de cause cardiovasculaire qui est la sortie de ce continuum cardiovasculaire. Et effectivement, on va tout faire pour ralentir l'évolution, le passage de ce continuum cardiovasculaire. Et donc aujourd'hui, il est incontournable, les IEC et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les ARA2 sont incontournables lorsqu'on traite l'hypertension artérielle. Et lorsqu'on regarde dans les drogues qui sont préférées selon les conditions spécifiques, finalement, on voit qu'on a un bloqueur du système rénine-angiotensine, un IEC ou un ARA2, quasiment dans toutes les situations, ils sont aujourd'hui présents. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un IEC nouvellement introduit en Tunisie, le zofénopril. Et une question d'abord, est-ce que les IEC sont tous égaux? Si je vous dis, est-ce que les bêta-bloquants sont-ils tous égaux, vous allez me dire non. Si je vous dis, est-ce que les diurétiques sont-ils tous égaux, vous allez me dire non. Pour les inhibiteurs calciques, vous allez me dire exactement la même chose. Et si je vous dis les IEC, si je vous dis les ARA2, vous avez l'impression d'être choqué qu'ils sont égaux. Eh bien non, ils ne sont pas égaux, on le sait. Il y a aujourd'hui des différences forcément pharmacologiques et pharmacocinétiques. Alors, le zofénopril, qui est un IEC, qui est un métabolite actif, qui est le zofénoprilate, et le zofénoprilate, il a déjà une caractéristique qui la partage avec le captopril, c'est d'avoir un groupement sulfhydryl SH. Ce sont les deux IEC à avoir ce groupement SH, et probablement l'un des bénéfices de ce groupement SH, c'est de capturer les radicaux libres, le stress oxydatif. Et ça peut donner des propriétés intéressantes, j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est la lipophilie. On sait qu'aujourd'hui, en matière de lipophilie, les IEC ne sont pas égaux. Et cette lipophilie, lorsqu'on regarde le zofénopril, dans cette étude qui a comparé ces IEC-là, on voit que le zofénopril a une lipophilie qui est très importante. Alors, c'est quoi la lipophilie? La lipophilie, c'est la capacité du médicament à pénétrer dans les tissus, à pénétrer dans la cellule et à aller bloquer l'enzyme de conversion, pas seulement dans le sang, car effectivement c'est l'objectif primordial, c'est de baisser l'enzyme de conversion plasmatique, mais aussi l'enzyme de conversion qui est dans les cellules endothéliales intracardiaques au niveau tissulaire, ce qu'on appelle l'enzyme de conversion tissulaire, et plus la molécule sera lipophile, plus elle aura la capacité à aller inhiber l'enzyme de conversion là où elle est. En fait, ce système rénine-angiotensine, on appelle ça un système humoral, mais c'est quasiment une hormone. Elle est ubiquitaire, elle existe un peu dans tous les tissus, dans toutes les cellules endothéliales, et il va falloir aller l'inhiber un peu partout. Effectivement, lorsqu'on regarde que cette lipophilie, elle est intéressante, si on regarde en rouge avec le zofénoprilate, même à très faible concentration sur des modèles animaux, on voit qu'on a une inhibition très importante de l'enzyme de conversion intracardiaque. On va obtenir le même résultat avec les autres IEC, mais à des concentrations plus importantes. Et donc, à faible dose déjà, on peut être efficace avec des IEC. Et il faudra avoir des doses plus importantes avec d'autres molécules. Autre chose, dans ces études animales de comparaison à 7 autres IEC, si on regarde l'inhibition de l'enzyme de conversion dans le sérum, on est aux alentours de 97-98% pour tous les IEC. C'est clair, aujourd'hui, un IEC il va bloquer l'enzyme de conversion dans le sérum plasmatique et on considère qu'il sera efficace s'il inhibe de plus de 90%. Donc forcément, il va inhiber plus de 90% l'enzyme de conversion circulante. Mais lorsqu'on regarde l'enzyme de conversion tissulaire au niveau intracardiaque, on voit que là, il y a des différences et que le zofénopril à faible concentration est déjà
inhibe de façon importante l'enzyme de conversion intracardiaque. Et même chose au niveau de la paroi aortique. Il y a une inhibition puissante de l'enzyme de conversion au niveau de la paroi aortique. Alors ça signifie quoi sur le plan clinique tout ça? Ça signifie que lorsqu'on arrête les médicaments, vous voyez avec le zofénopril, on va avoir une concentration encore du médicament assez élevé, même 24 heures après l'arrêt, car justement, avec cette lipophilie, il y a une diffusion tissulaire et donc une élimination plus faible du médicament. Et puis, je vous ai parlé des propriétés sur le stress oxydatif, et on le sait, ça c'est des études chez l'homme, on sait que lorsqu'on est hypertendu, on a une augmentation de l'oxydation du LDL, et vous savez très bien aujourd'hui que les hypertendus, dès lors qu'ils ont un autre facteur de risque, ils doivent être sous statine, et c'est Ascot qui avait montré ça, justement parce qu'il y a un stress oxydatif chez l'hypertendu, et lorsqu'on donne du zofénopril, on a en rouge une diminution plus importante du stress oxydatif qu'avec l'enalapril, par exemple, qui n'a pas ce bénéfice-là, et donc c'est une propriété intéressante. Et lorsqu'on regarde le stress oxydatif systémique, même chose, avec le zofénopril, chez des patients hypertendus, à 12 semaines de traitement, on a une diminution du stress oxydatif systémique qui est là, avec, sur des modèles animaux, une augmentation de la libération du monoxyde d'azote par les cellules endothéliales et une amélioration de la vasodilatation qui est débit dépendante, et donc une amélioration de la fonction endothéliale. Alors bien évidemment, tout ça c'est expérimental. Vous allez me dire oui, c'est bien, mais est-ce que sur un plan clinique, ça veut dire quoi? Est-ce que dans mon quotidien, ça va changer quelque chose? Alors si on regarde sur le plan tensionnel, il y a une étude récente, vous voyez 2015, zofénopril versus l'irbésartan. L'irbésartan, c'est quand même l'ARA2 de référence aujourd'hui sur le contrôle tensionnel, sur la baisse tensionnelle. C'est des patients qui étaient en échec de monothérapie. On donne du zofénopril et de l'hydrochlorothiazide, et dans l'autre bras, on donne de l'irbésartan avec de l'hydrochlorothiazide. Étude randomisée, bien faite, 227 patients dans les deux groupes, et là, sur le contrôle tensionnel, égalité. Le zofénopril fait aussi bien que l'irbésartan sur le contrôle tensionnel, que ce soit la pression artérielle mesurée au cabinet médical ou la pression artérielle mesurée par la MAPA sur la moyenne de 24 heures. Et vous voyez, c'est un contrôle tensionnel assez rapide, puisque déjà, en 6 semaines de traitement, vous allez avoir rapidement un contrôle tensionnel dans les deux bras. Il n'y avait pas de différence. Et lorsqu'on regarde le rapport Vallée-Pic du zofénopril, il est à 73%. On considère que si c'est au-delà de 65%, ça peut avoir un impact clinique sur la stabilité tensionnelle. Moins de 50%, moins de 65%, il faut à ce moment-là donner en 2 prises le médicament ou le déplacer la nuit pour éviter ce pic matinal. Et puis il y a un index qui est intéressant, c'est le Smoothness Index, ou ce qu'on appelle l'index de régularité, qui est encore meilleur que le rapport Vallée-Pic parce qu'il a été mieux corrélé à l'hypertrophie ventriculaire gauche, à l'index clinique, et l'index le Smoothness Index, il est identique entre le zofénopril et l'irbésartan, ce qui prouve qu'on a avec cet IEC une stabilité quand même sur les 24 heures avec sans avoir de pic, notamment matinal. Alors bien évidemment, on a besoin de preuves cliniques. Est-ce qu'il y a des preuves de cardioprotection, notamment avec ces médicaments? Alors effectivement, il y a un programme qu'on appelle le programme SMILE. SMILE 1, c'était une étude avec des infarctus antérieurs qui ont été non thrombolisés et non dilatés, donc des patients susceptibles de développer de l'insuffisance cardiaque. Dans un groupe, c'était un papier en 95 dans le New York Journal of Medicine, on pouvait faire du placebo à l'époque, donc c'était zofénopril versus un placebo, et les résultats sont clairs. 6 semaines de traitement, réduction du critère de jugement primaire, insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire. Mais vous allez me dire, oui, à 1 an, même chose, il y a un bénéfice du zofénopril par rapport à un placebo. Vous allez me dire, oui, c'est normal, on ne peut pas donner un placebo à quelqu'un qui fait un infarctus antérieur avec une insuffisance cardiaque. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et donc il faudrait autre chose. Il faudrait autre chose, là c'est une méta-analyse, où là on a regardé le zofénopril versus les autres IEC. Et bien évidemment, ce n'est pas des études head-to-head. On prend toutes les études, on essaye de les matcher, de les corréler, et dans ces études-là, le zofénopril faisait mieux que les autres IEC. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est des études matchées, c'est toujours très difficile. Tant qu'il n'y a pas eu d'études de comparaison, on ne peut pas vraiment dire c'est des études à distance. Et je suis parfaitement aussi d'accord avec vous, c'est pour ça que SMILE 4, on a pris des infarctus antérieurs étendus cette fois-ci, avec une fraction d'éjection aux alentours, avec une dysfonction systolique du ventricule gauche. Dans un bras, on donne du ramipril à 10 mg, et dans un bras, on donne du zofénopril à 60 mg, avec de l'aspirine. Et donc là, c'est vraiment un match 2 IEC face l'un à l'autre chez le même profil de patient. Et effectivement, c'est des patients qui ont été, cette fois-ci, il y en a
30% ont été thrombolysés ou dilatés. Étude randomisée, et vous voyez que 77% des patients de SMILE-4 étaient hypertendus. On connaît la relation qui existe entre l'HTA et l'infarctus du myocarde. 30 mg de zofénopril 2 fois par jour, 5 mg de ramipril 2 fois par jour, et il y a eu une réduction significative du critère primaire à 1 an du zofénopril par rapport au ramipril, moins 30% des événements, moins 35% de réduction de l'hospitalisation pour cause cardiovasculaire. Il n'y a pas eu de différence de mortalité, c'est 325 patients, mais quand même une réduction des événements de façon significative. Et regardez, à 1 an, il y a moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et pour problème cardiovasculaire avec le zofénopril versus le ramipril à 10 mg. Mes conclusions sont les suivantes. Le choix du traitement antihypertenseur repose le plus souvent aujourd'hui sur une combinaison médicamenteuse. Dans plus de 65%, 70% des cas, vous allez devoir utiliser une bithérapie. Si vous avez plus que 30% de monothérapie dans votre consultation, c'est que vous êtes atteint d'inertie thérapeutique. Il faut faire très attention. Les enjeux et les défis de l'organoprotection sont nombreux aujourd'hui. Il va falloir contrôler la pression artérielle périphérique, il va falloir contrôler la pression artérielle centrale, mais aussi offrir une HTA stable en luttant contre la variabilité tensionnelle. Et le zofénopril, avec ses 3 propriétés majeures, forte lipophilie, forte puissance d'inhibition de l'enzyme de conversion au niveau cardiaque, au niveau de la paroi artérielle, activité antioxydante, rentre dans les critères de l'optimisation du contrôle tensionnel et des propriétés de cardioprotection majeures. Je vous remercie.